Canapé Radiant. Merci d'être avec nous sur Radio J et on revient ce matin sur les tractations politiques en Israël. La formation du gouvernement confiée à Benjamin Netanyahou qui prend énormément de temps. La victoire du Likoud et de ses soutiens du sionisme religieux n'a pas fait l'unanimité. Et dans la presse française, on a pu lire des expressions comme fascisme juif, nationalisme religieux juif, décrit notamment par la sociologue franco-israélienne Eva Illouz dans le journal Le Monde, ou encore on a entendu cette expression suprémacisme juif. Alors pour en discuter, pour répondre à toutes ces critiques, eh bien notre invité ce matin, c'est le juriste Pierre Lursa, écrivain spécialiste de l'histoire du sionisme. Bonjour Pierre. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on va parler évidemment de toutes ces problématiques liées à la situation politique en Israël, mais d'abord un mot de votre venue en France, puisque vous êtes en studio ce matin avec nous. Voyage organisé, je crois, par l'Organisation sioniste mondiale. Et c'est l'occasion pour vous justement de donner plusieurs conférences. Oui, je viens de terminer un cycle de conférences en France avec l'Organisation sioniste mondiale, le département pour la promotion de l'Aliyah, conférence sur Jabotinsky. Et je crois que le lien avec le sujet qu'on va aborder est tout à fait évident, puisque Jabotinsky, déjà à son époque, était copieusement insulté et traité de fasciste juif par les opposants idéologiques du sionisme de gauche. Donc les choses n'ont pas beaucoup changé depuis 100 ans. Je crois qu'il y a quelque chose d'inscrit dans l'ADN de la gauche israélienne et juive, de toujours refuser le débat et de préférer l'invective. Mais justement, qu'est-ce que vous inspire cette critique, le fait qu'on parle de fascisme juif, ça résonne quand même comme quelque chose de très violent. Est-ce que vous trouvez qu'on peut discuter avec les personnes qui nous parlent de fascisme juif ? Ah, ça c'est une bonne question et je crois qu'on peut discuter avec eux si justement s'ils sont prêts à discuter, mais le problème justement c'est qu'ils préfèrent l'insulte à la discussion. Et en Israël le peuple s'est prononcé, le peuple a finalement après 4 élections le peuple a donné une large majorité à Benjamin Netanyahou, et avant même que le gouvernement soit constitué, on voit que c'est pas seulement les intellectuels que vous citiez tout à l'heure, mais c'est le chef de la future opposition, Yair Lapid et Benny Gantz, qui eux-mêmes s'emploient déjà à délégitimer ce gouvernement avant même qu'il soit constitué. Et je crois que c'est ça qui est inquiétant, c'est de voir que finalement il y a un refus du principe même de la démocratie, de l'alternance démocratique, et on essaye de légitimer l'adversaire aux yeux de l'opinion publique internationale. Et évidemment, c'est très mauvais aussi pour l'image d'Israël dans le monde. Alors vous dites, Jabotinsky était insulté de fasciste juif à l'époque. Je pense que c'est important de revenir sur cette notion de fascisme. Non, il n'existe pas de fascisme juif. C'est le titre d'un article dans le magazine Causeur que vous avez partagé, un article du 2 décembre dernier dans lequel l'écrivain Marc Benveniste justement décrit le fascisme et indique que c'est une totale contradiction avec l'esprit du judaïsme. Absolument. Je crois que c'est une expression tout à fait antinomique, fasciste juif, parce qu'on sait bien que le judaïsme est attaché au libre débat, justement, à la libre discussion. Et il y a des gens qui ont des opinions qui peuvent être radicales, mais ça n'en fait pas pour autant des fascistes. Et je pense aux alliés à droite de Netanyahou, que ce soit M. Smotrich ou Itamar Ben-Gvir. Ils ont pu d'ailleurs, pour certains d'entre eux, avoir un passé militant et des idées très radicales dans leur jeunesse, mais ils se sont comme beaucoup assagis avec l'âge, et voilà, les disqualifier en raison de leurs opinions supposées ou en raison de leur activisme passé, eh bien ça ne fait pas honneur au débat démocratique. Alors c'est vrai par ailleurs qu'il y a de nombreuses choses qui inquiètent en Israël, l'émergence de partis tout de même radicaux, le parti Noam d'Avi Maoz qui s'est clairement prononcé contre la communauté des LGBT, des homosexuels. Il y a aussi le problème de la place des femmes qui sont un petit peu invisibilisées. Il y a très peu de femmes au sein de la future coalition. Et enfin, pour ne citer que cela, Bezalel Smotrich du parti sionisme religieux qui lui a dit qu'il souhaitait restaurer le système de justice de la Torah. Du coup, est-ce que vous comprenez ces inquiétudes qu'on peut avoir en Israël sur ces personnages ? Non, je dois dire que je m'inquiète plutôt de voir qu'on agite des épouvantails, soi-disant le risque d'une théocratie juive. Là aussi, c'est une expression antinomique. Il n'y a pas de théocratie juive parce que le judaïsme est intrinsèquement et profondément démocratique. Et même ceux qui parlent d'instaurer les lois de la Torah ne parlent pas de coercition religieuse. Il faut faire la distinction. Instaurer un droit qui reposerait plus profondément sur la Torah que c'est le cas aujourd'hui. Il y a quelques lois en matière de statut familial, le droit israélien et s'inspire du droit de la Torah, et c'est le seul, aujourd'hui c'est le seul domaine où les lois de la Torah s'appliquent, et vouloir
appliquer plus largement ce qu'on appelait le droit hébraïque. C'est une idée d'ailleurs qui n'est pas seulement celle de partis religieux, mais c'était en 1948, c'était l'idée de beaucoup de personnalités, y compris par exemple le grand rabbin Herzog. Il y a un livre qui vient de paraître à ce sujet en Israël, très intéressant, qui montre que à l'époque, beaucoup de gens pensaient qu'effectivement le système judiciaire israélien devait s'inspirer des lois de la Torah, ce qui n'en ferait pas un système religieux. L'idée, c'était de créer un système politique et juridique entièrement démocratique, mais qui s'inspire du droit de la Torah, qui est un des systèmes juridiques les plus anciens du monde. Mais est-ce que ça ne trahit pas aussi un petit peu les idées sionistes de Vladimir Jabotinsky, de Théodore Herzl, qui étaient, eux, profondément laïques ? Alors, c'est un des sujets que j'ai abordé dans mes conférences avec l'Organisation sioniste mondiale. Jabotinsky a l'image effectivement d'un juif profondément laïque, mais il a beaucoup évolué sur ce sujet au cours de sa vie. Et finalement, il s'est rapproché, il a compris que la tradition juive était, comme il le disait, une force vivante. Et il a notamment développé des idées très originales en matière de social et économique, en prenant justement un système social économique qui serait ni socialiste ni capitaliste et qui s'inspirait de la Torah. Et pas plus tard que ce matin, j'entendais à la radio israélienne des gens qui pensaient que finalement ce serait peut-être ça la solution aux problèmes économiques que connaît Israël, aux problèmes sociaux, aux problèmes de la pauvreté endémique en Israël. Alors, vous avez écrit, Pierre, sur votre blog, le Ku Klux Klan, le nazisme, l'apartheid sont des idéologies qui ont prôné la supériorité raciale d'un groupe sur un autre. Mais plutôt qu'une supériorité raciale juive, il semble qu'Otzma Yehudit et Zehut, donc les partis sionistes religieux, préconisent une séparation, un chacun chez soi. C'est aussi peut-être de là que viennent ces critiques de fascisme, d'extrémisme, de radicalisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces notions ? Je crois qu'il y a une espèce de radicalisation dans la qualification qui est attribuée à ces partis. Le parti sioniste religieux, c'est un parti qui historiquement est aussi ancien que le parti travailliste et que le Likoud, et qui était réputé pour être un parti modéré, historiquement qui s'est le plus souvent allié avec la gauche plutôt qu'avec la droite. L'alliance historique entre le Mahapar et le parti sioniste religieux, ça a duré pendant 3 décennies. Alors en faire un parti extrémiste, c'est contraire à l'histoire, c'est contraire aussi aux valeurs que défend. Alors c'est vrai que ce parti a évolué et que Smotrich n'est pas exactement dans la ligne qu'a eu autrefois le parti sioniste religieux, mais ça n'en fait pas un fasciste juif. Et quant à l'expression de suprémaciste, elle est très dangereuse parce que au départ, ceux qui ce sont précisément des suprémacistes blancs américains comme David Duke, ce sont eux qui ont accusé le judaïsme d'être foncièrement raciste. Et quelque part, cette expression même de suprémacisme juif, eh bien, c'est une expression qui, pour le coup, est profondément raciste, et tout à fait dangereuse, parce qu'elle, finalement, aujourd'hui, on dit simplement, il y a des partis en Israël qui sont suprémacistes. Après, il y en a qui vont aller un petit peu plus loin en disant c'est le gouvernement israélien qui est un gouvernement fasciste, qui est un gouvernement avec des suprémacistes en son sein. Et puis, il y en a qui vont encore un petit peu plus loin que ça en disant Israël est un pays raciste. Et puis, il y en a qui disent carrément c'est le judaïsme qui est foncièrement raciste. Et il y a une gradation, je dirais, dans l'argumentation, alors que finalement, il faut aller à la racine de cette argumentation et dire non, il n'y a pas de fascisme juif, ça n'a jamais existé et ça ne peut pas exister. En fait, ce qu'on remarque aussi de plus en plus, c'est qu'on compare l'histoire européenne, l'histoire occidentale, celle des États-Unis, celle de la France, à celle d'Israël. Mais en fait, c'est pas justifié pour vous. Absolument. Je dirais que il faut jamais tenter d'appliquer à la politique israélienne des concepts. Parce qu'on parle d'apartheid notamment, entre autres. Bien entendu, c'est aussi un concept totalement erroné et tous ceux qui connaissent Israël un petit peu le savent très bien. Comment imaginer un véritable régime d'apartheid dans lequel les citoyens bénéficient de l'égalité complète des droits civiques et politiques. Il y a des députés arabes à la Knesset qui d'ailleurs font pas toujours honneur à la démocratie, mais malgré tout qui ont le droit de siéger à la Knesset, etc. Bon, on va pas. Ouais. Donc effectivement, ça procède je dirais, du même procès d'intention. Ceux qui parlent d'apartheid en Israël et ceux qui parlent de suprémacisme juif, finalement, je dirais c'est la même argumentation totalement mensongère et avec évidemment des intentions tout à fait pernicieuses. Alors aujourd'hui, les tractations Pierre Lursa se poursuivent sur la scène politique. On a entendu ces appels du Premier ministre sortant Yair Lapid, et vous en parliez au début de cette interview, notamment à désobéir au prochain gouvernement, à boycotter la nomination, entre autres, donc David Maoz du parti Noam au poste de directeur de l'éducation, donc pour tout ce qui est contrôle, gestion des activités périscolaires en Israël. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est une mauvaise stratégie de Yair Lapid ?
Je pense surtout que ça décèle finalement un refus profond du jeu démocratique. Et bon, il y a peut-être on le savait déjà, mais quand même c'est assez affligeant de voir que ceux qui aujourd'hui vont être dans l'opposition en Israël refusent la vox populi, refusent le fait que le peuple d'Israël s'est exprimé très très clairement dans les urnes et qu'il a donné à une majorité très large à Benjamin Netanyahu, à sa coalition, une victoire de la droite qui est peut-être encore plus éclatante que celle de Menachem Begin en 1977, et on essaye de disqualifier à l'avance le futur gouvernement par des arguments idéologiques. Il ne faut pas confondre le débat. On peut après tout, c'est vrai qu'on peut considérer que Avi Maoz représente des idées réactionnaires ou qui ne sont pas des idées qui aujourd'hui peuvent paraître scandaleuses pour certains, parce qu'effectivement les droits LGBT c'est quelque chose qui fait partie d'une espèce de vulgate universelle aujourd'hui, mais ça n'en fait pas non plus on a le droit aussi d'être contre. On peut de manière tout à fait légitime prôner des idées qui sont différentes, et ça ne fait pas de vous un ennemi de la démocratie. Il y a une confusion tout à fait fâcheuse entre le libre jeu démocratique d'un côté et puis un débat idéologique. En fait, je crois que dans cette façon de discréditer à l'avance les partenaires de Netanyahou dans son futur gouvernement qui est en voie de constitution, eh bien, on essaye d'imposer une idéologie qui refuse la démocratie, une idéologie qui est finalement une idéologie totalitaire. Alors, un dernier point, Pierre, pour terminer rapidement. Comment vous voyez aujourd'hui l'avenir politique d'Israël, l'avenir de cette future coalition ? Eh bien, je souhaite que pour ce mandat qui risque d'être le dernier mandat de Netanyahou, après une longue carrière politique, j'espère qu'il va vraiment avoir les coups des franges pour enfin, je dirais, respecter le mandat que lui a confié l'électorat israélien, c'est-à-dire vraiment mener une politique de droite sur beaucoup de sujets brûlants, qui ne sont pas seulement ceux du conflit, ceux de la sécurité, qui est évidemment un sujet crucial en Israël, mais aussi sur des sujets de société. Et je pense que Netanyahou, cette fois-ci, aura vraiment la coalition qui lui permettra d'affronter des sujets aussi importants que rétablir l'équilibre des pouvoirs en Israël, c'est-à-dire effectivement renier un petit peu les pouvoirs exorbitants que la Cour suprême s'est octroyé de manière totalement illégale, et rétablir le pouvoir de la Knesset, le pouvoir souverain de la Knesset, c'est-à-dire le pouvoir de la souveraineté populaire en Israël. Eh bien, merci beaucoup Pierre Lursa pour toutes ces précisions, votre analyse de la situation politique en Israël, les tractations qui se poursuivent et bien sûr donc la formation du gouvernement confiée à Benjamin Netanyahou qui va devoir faire un choix très bientôt. Merci beaucoup Pierre Lursa et on vous souhaite un bon retour en Israël. Merci Ilana. À bientôt.